Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à Travailler au Canada, notre session live qu'on fait 2 fois par mois, ici pour répondre à vos questions. Mon nom est Rose Cathy Handy, je suis présidente de Bilingual Link et ça me fait plaisir de vous rejoindre ici 2 fois par mois, chaque premier et troisième mardi du mois à midi pour répondre à vos questions, toutes les questions que les gens m'envoient qui touchent le marché du travail ou leur cheminement dans la recherche d'emploi. Et comme je vous invite chaque fois, c'est vraiment ouvert pour vous tous de pouvoir m'envoyer des questions. Pour qu'on puisse y répondre ensemble, je vais faire au maximum, mon maximum de pouvoir répondre à vos questions. Mais s'il y a des questions où je ne suis pas habilitée à répondre, ça ferait plaisir d'avoir des invités ici qui ont plus d'expertise que moi dans certains domaines, dans certains secteurs pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, comme je dis, je suis Rose Cathy Handy, présidente de Bilingual Link, votre site, j'espère, par excellence pour la recherche d'emploi au Canada. Parce que si vous êtes bilingue, si vous êtes francophone, c'est vraiment par là que vous devez commencer pour trouver du travail. Alors, pourquoi je fais ces sessions une fois, 2 fois, ou j'espère 3 ou 4 fois par mois, qu'on va pouvoir augmenter en fonction de vos questions. Si vous ne m'envoyez pas des questions, évidemment, on ne va pas avoir des sessions, mais si vous continuez à m'envoyer des questions et que elles sont nombreuses, elles sont multipliées, peut-être que ça va justifier qu'on le fasse plus de 2 fois par mois. Mais pour l'instant, c'est chaque premier mardi et chaque troisième mardi du mois. S'il arrive un mois où le premier mardi est férié, là, généralement, on passe le deuxième et le quatrième mardi du mois. Alors, aujourd'hui, je suis là et comme d'habitude, j'ai préparé une bonne petite présentation pour que vous puissiez suivre ce que je suis en train de dire, parce que je pense que ce contexte-là est un petit peu mieux de cette façon, pour que, en même temps que je parle, vous pouvez aussi voir de quoi je suis en train de parler. Et comme ça, vous pouvez me suivre. Je vous invite aussi, si par hasard, il arrive que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur le chat. Pendant qu'on est en train de parler, je m'arrêterai, je peux voir et je peux répondre à vos questions immédiatement ou les commentaires que vous avez, que vous pouvez mettre sur le chat. Alors, si vous avez raté les sessions passées qu'on a eues, parce que ça fait un bon bout de temps qu'on est ici et qu'on fait ces sessions, vous pouvez aller sur mon site. C'est pas sur mon site, ma page... comment on dit ça maintenant? Je mélange les mots là sur mon compte YouTube. C'est ce que je veux dire. Vous pouvez aller sur mon compte YouTube, Réussir avec Rose Cathy. Je devrais d'ailleurs inscrire ça là. Et comme ça, vous pouvez rattraper les sessions passées. On a vraiment couvert de très, très bonnes questions. La dernière fois, on parlait justement des foires d'emploi. Comme vous savez, c'est la session des foires d'emploi en ce moment. C'est la saison, parce qu'il y a 2 saisons pour les foires d'emploi au printemps et puis à l'automne. Et comme c'est un outil vraiment incontournable pour trouver du travail au Canada, je vous invite vraiment, si vous avez raté la session, de retourner et de réécouter toute la session. Ça va vous donner des astuces extraordinaires et puis vraiment des conseils extraordinaires pour que vous puissiez maximiser vos chances et utiliser la foire d'emploi comme un outil vraiment optimal parce que c'est l'outil par excellence en recherche d'emploi. Et donc, je vous invite à pouvoir aller sur mon compte YouTube Réussir avec Rose Cathy pour revoir les sessions passées. Alors, comme je disais, je suis présidente de Bilingual Link et que Bilingual Link, votre recherche d'emploi doit commencer par là. Si vous ne le faites pas encore, je vous invite à commencer par là, télécharger votre CV sur Bilingual Link parce qu'on a 2 choses importantes sur Bilingual Link. On a bien sûr les offres d'emploi que les compagnies, les employeurs qui veulent embaucher affichent leurs offres d'emploi et vous pouvez aller appliquer directement chaque offre d'emploi qui vous intéresse. Vous appliquez directement à l'offre qui vous intéresse et puis au contact qui est là.
Et de l'autre côté aussi, on a une grosse candidathèque là pour les chercheurs d'emploi où vous pouvez aller créer un profil, où vous pouvez aller déposer votre CV. La candidathèque est d'ailleurs la plus grande force de Bilingual Link que les gens ignorent parce que c'est pas extérieur. À l'intérieur, les employeurs, parce que plusieurs employeurs sont parfois pressés, n'ont pas le temps de mettre une offre d'emploi et d'attendre 30 jours, recevoir les CV pour pouvoir sélectionner les candidats. Parfois, ils sont pressés et ils ont besoin d'avoir quelqu'un immédiatement. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont juste dans la candidature, ils fouillent, ils piochent le candidat qui les intéresse et ils contactent la personne immédiatement et puis aller de l'avant. Tout ça est automatisé avec la technologie. Et oui, avec Bilingual Link, on utilise la haute technologie depuis des années et ça permet que les employeurs peuvent avoir une interaction avec les chercheurs d'emploi sans forcément me parler à moi ou sans forcément parler aux personnes qui travaillent à Bilingual Link. Et c'était toujours ça le but depuis le début, de pouvoir automatiser le site pour éliminer les personnes intermédiaires. Parce que parfois, les personnes intermédiaires sont des personnes qui peuvent peut-être aider, mais parce que ces personnes ont aussi leurs propres intérêts dans le marché du travail. Je parle des recruteurs, je parle des consultants en carrière, je parle des tous les professionnels, tous les spécialistes qui sont dans le marché du travail, qui chacun est là pour ses intérêts, avec ses intérêts, et donc parfois ça peut dérouter la trajectoire, ça peut dérouter la recherche d'un candidat, ou ça peut vous perdre le temps. Et le but de Bilingual Link, quand je l'ai créé, c'était vraiment de pouvoir éliminer les middle people, middlemen, et ça fait que ça peut aller directement du candidat à l'employeur directement, peuvent se connecter et se parler et voir s'ils sont un bon fit et ils commencent à travailler ensemble. Alors, commencez par Bilingual Link. L'autre chose, c'est vraiment d'utiliser tous les outils qui sont disponibles dans Bilingual Link. La raison pour laquelle les sites de carrière mettent les outils, c'est parce qu'on crée une spécialité et chaque site a sa spécialité. Dans les sessions passées, j'ai couvert le sujet des sites de carrière et comment vous pouvez utiliser les sites de carrière de la façon optimale pour vous. Si vous avez raté la session, une fois de plus, vous pouvez aller sur mon compte YouTube Réussir avec Rose Cathy et vous pouvez revoir cette session-là sur l'utilisation des sites de carrière pour que vous compreniez comment vous pouvez utiliser mieux les sites de carrière, y compris Bilingual Link. Alors, j'espère que vous allez pouvoir y aller et utiliser vraiment le site. Actuellement, on a aussi un petit concours qui est en train d'avancer là, qui est pour ce mois, si vous pouvez gagner 50 $. Si vous allez sur le site, vous rafraîchissez votre CV ou vous postez votre CV. Alors, courez sur Bilingual Link, postez votre CV et pour pouvoir courir la chance de gagner peut-être 50 $ de carte cadeau. Et ben, ça peut faire beaucoup de café à Tim Hortons, ça peut faire beaucoup de café ici et là. Alors, j'espère que vous allez courir à Bilingual Link, rafraîchir votre CV ou rafraîchir votre profil sur le site et pouvoir gagner la chance, courir la chance, pardon, de gagner la carte cadeau de 50 $. Alors, c'est ça. Allez sur Bilingual Link, c'est pour cela qu'on est là, pour pouvoir vous aider à trouver du travail plus vite, à vous connecter aux employeurs plus vite et aller découvrir les autres outils qui sont sur le site qui vont vous permettre de pouvoir obtenir l'information sur le marché du travail, vous préparer un petit peu mieux et puis pouvoir accélérer votre percée dans le marché du travail et faire en sorte que vous trouvez du travail le plus rapidement possible. C'est vraiment le but. Alors, nos sessions questions-réponses. Comme je vous dis, vous pouvez m'envoyer vos questions et comme ça, on fait un effort de pouvoir y répondre ici chaque fois que je suis assise là. Alors, cette semaine, de quoi on parle? J'ai reçu, je vais vous la lire, hein?
Je suis installée à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2 ans maintenant et je ne trouve toujours pas du travail en marketing. Et j'ai peur qu'avec les nouvelles du marché du travail, mes espoirs meurent de plus en plus. Je ne sais plus ce que je peux faire de plus, car je pense que j'ai frappé à toutes les portes. Que puis-je faire de plus? Ben, comme d'habitude, ça, c'est des bonnes questions à se poser et je pense qu'il y a des centaines et des milliers de personnes qui se posent les mêmes questions chaque fois. Et le but pour nous d'être ici, c'est justement de prendre, au lieu de répondre juste à cette personne-là, de pouvoir apporter cette réponse ici pour que ça puisse bénéficier à des centaines et de milliers d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Je sais que quand les chiffres sortent, comme les chiffres sont sortis l'autre fois, chaque mois on sort les chiffres sur le marché du travail. De la même façon qu'on sort les chiffres sur l'inflation, qu'on sort les chiffres sur la consommation, et ainsi de suite. Et tout le monde attend toujours les chiffres sur le marché du travail, qui sont les chiffres qui font trembler encore plus que les autres chiffres, parce que là, ça nous touche personnellement. Et je sais que les chiffres qui sont sortis récemment au mois d'août sont des chiffres qui ont peut-être fait peur à beaucoup, font trembler et puis font un petit peu perdre l'espoir. Mais il y a une bonne façon de pouvoir comprendre les chiffres qui se mettent sur le marché du travail. Alors, aujourd'hui, pour répondre aux 3 questions que j'ai reçues, on va le faire en 3 étapes. Justement, parler des nouvelles du marché du travail. Et numéro 2, quelles sont les industries de ma région et l'inventaire de ces compétences. Pourquoi j'ai défini les réponses de cette façon? Parce que la question que j'ai reçue revient à la question habituelle qui est quelqu'un choisit un lieu, s'installe là et est convaincu que juste parce qu'on s'est installé quelque part, on va trouver du travail automatiquement. Parce qu'on nous dit que le Canada, c'est un grand pays. Le Canada, l'économie va bien. Le Canada, il y a plein d'emplois partout. Et donc, peu importe où on s'installe, même si on s'installe dans une petite ville qui n'a que 300, 600 habitants, on devrait trouver du travail. Mais la réalité est que ce n'est pas toujours aussi automatique que ça. Parce que quand bien même le Canada est là, oui, le Canada est dans le G7, ça veut dire que c'est un pays fort économiquement, quand bien même il y a toujours plus d'un demi-million d'emplois non comblés, parce qu'il y a un problème de compétences qui manque sur le marché, quand bien même, oui, on dit qu'il y a des emplois, il y a des emplois, mais ça ne veut pas dire que tous les emplois se retrouvent partout où on est au Canada. Alors, c'est très important de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe au Canada, comment ça se passe au Canada et comment s'y prendre pour s'assurer qu'on ne reste pas dans un lieu pendant 2 ans, on ne trouve pas du travail. Parce que oui, c'est pas normal qu'on soit 2 ans quelque part et qu'on ne trouve toujours pas du travail au Canada. Mais parfois, c'est peut-être pas l'endroit, parfois c'est peut-être la personne, parfois c'est aussi l'endroit, oui, qu'on ne se le cache pas. Alors, c'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui pour essayer de répondre à ces questions et puis de voir comment on peut aider la personne. Alors, la première chose, c'est d'abord, oui, les nouvelles du marché du travail qu'on a reçues récemment. Qu'est-ce qu'elles étaient et qu'est-ce que ça veut dire précisément? Oui, le taux de chômage actuel, c'est ça qu'on a présenté. Ce qu'on sait actuellement, c'est qu'au niveau au Québec, le taux de chômage est au-delà de 6%. En Ontario, c'est presque 8%. En Alberta, c'est le plus fort taux de chômage partout au Canada actuellement. C'est plus de 8%, presque 9%. En Colombie-Britannique, c'est presque 6%. En Saskatchewan, c'est une des provinces qui vraiment, les choses se passent un petit peu mieux, où le mois dernier, quand toutes les autres provinces étaient soit en train de perdre des emplois ou en train de faire le surplace, la Saskatchewan a été la seule province au Canada où il y a eu des gains, où il y a eu des créations d'emplois. Et en général, le taux de chômage a augmenté, est un peu au-delà de 7% au Canada actuellement. Et on a vu que les catégories qui sont affectées le plus, c'est les jeunes, bien sûr, en termes généraux, c'est-à-dire au niveau du Canada, c'est 14%, mais on sait que dans certaines provinces, ça dépasse 20%.
du taux de chômage pour les jeunes. Les femmes, c'est la même chose, qui est au-delà de 7% en général au niveau du Canada, mais dans certaines provinces, ça dépasse 15%. Mais il y a une catégorie à laquelle on ne prête pas souvent beaucoup d'attention, mais que c'est très important de prêter attention à cette catégorie-là. Et ça tombe dans la catégorie de, par exemple, la personne qui a posé la question. Ça fait 2 ans que je suis quelque part et je cherche toujours du travail et je n'ai toujours pas trouvé du travail. Ça, c'est la catégorie des chercheurs d'emploi de longue durée. On considère souvent que si tu es sur le marché du travail, après 15 semaines, 20 semaines, tu n'as toujours pas trouvé du travail, tu tombes déjà dans la catégorie des personnes, des chercheurs d'emploi de longue durée. Et au niveau national actuellement, cette catégorie-là voit un taux de chômage de plus de 23%. Et dans certaines provinces, ça avoisine les 30%. Ce qui est alarmant, ce qui est inquiétant, et que c'est très important de pouvoir prêter attention à ça et de voir qu'est-ce qui peut se faire à ce moment-là. Alors, ayant dit ça, comme j'ai dit tout à l'heure, quand bien même le taux de chômage est comme ça, mais ça ne veut pas dire que tout est noir, tout est difficile, tout est impossible et qu'il faut se désespérer et il faut commencer à se dire que le Canada, c'est peut-être pas un bon pays. C'est pas vraiment ça la réalité. La réalité, c'est que quand bien même les chiffres sont comme ça, il y a toujours du travail parce qu'il y a les entreprises qui ont du personnel et qui doivent remplacer le personnel. Il y a des entreprises où les gens ont pris de la retraite, il faut les remplacer. Il y a des employeurs qui subitement ont gagné un gros contrat et puis là, l'entreprise est en train de grandir plutôt et il faut embaucher du monde. Il y a des entrepreneurs qui viennent de lancer des nouvelles entreprises, doivent embaucher. Il y a des startups où généralement l'idée a été bien développée, le financement a été obtenu et puis on doit embaucher. Il y a aussi les institutions de services publics. On a entendu en Ontario, par exemple, où le premier ministre a demandé maintenant que toutes les personnes qui travaillent de la maison retournent dans les bureaux. Ça veut dire qu'il va avoir des opportunités. Il y a aussi des entreprises. On sait que toutes les banques, par exemple, ont aussi demandé maintenant à tous leurs employés de retourner travailler au bureau. Donc, ça va créer aussi des opportunités. La plupart des compagnies de technologie qui il y a 2-3 ans, était en train d'aider l'idée, de piloter l'idée que les gens doivent travailler de la maison, mais semblent changer d'avis. En ce moment, ils sont en train de demander que les gens retournent travailler dans les bureaux. Alors, avec ça là, ça va créer quand même des mouvements dans le marché du travail où il y aura beaucoup d'offres, il y a beaucoup de demandes, il y aura des changements, il y a des choses qui bougent, ce qui crée beaucoup d'espoir et qui montre que il y a plein de choses qui sont quand même possibles et donc il faut garder de l'espoir. Il y a quand même aussi qu'au Canada, on sait que partout au Canada, il y a certains secteurs où il y a une pénurie de main-d'œuvre, peu importe ce qui se passe. Et donc, dans l'éducation, la technologie et puis les soins de santé. On sait que toutes les provinces et tous les territoires là, sont dans la recherche du personnel dans ces secteurs-là. Et donc, ça offre aussi beaucoup d'espoir. La différence maintenant, vous allez me demander, la différence se fait sur, effectivement, entre ce que les employeurs veulent et ce que les candidats sont prêts à offrir. Et est-ce qu'il y a un match? Est-ce qu'il y a un fit? Est-ce que ça correspond? C'est là que généralement la différence se fait. Et c'est pour cela qu'on sait que les 2 ou 5 dernières années au Canada, on a traîné plus d'1 million de postes disponibles, mais on ne trouvait pas du monde pour pouvoir combler ces postes-là. Et parce que parfois, c'est pas parce que l'employeur a un poste ouvert qu'ils vont être ouverts à embaucher n'importe qui juste parce que la personne est disponible. C'est quand même toujours important que la personne qui se présente, le candidat, soit la bonne personne pour le poste, donc pour les qualifications exigées, pour les tâches à accomplir et puis pour les besoins qui sont autour de ce poste-là. Et c'est là où c'est très important pour chaque personne, avant de s'installer dans une région, de se poser les bonnes questions. Parce que oui, je sais que parfois, les gens arrivent
Et s'installent quelque part peut-être parce qu'ils connaissent quelqu'un qui leur a dit, ben moi je suis installé là depuis longtemps, je travaille, donc viens aussi. Et c'est la seule personne que tu connais au Canada et puis tu vas aller là. Parfois, c'est peut-être ton conjoint qui a eu un poste quelque part et puis tu dois rejoindre ton conjoint. Tu te retrouves là. Parfois même, c'est par accident que tu as juste atterri quelque part et puis tu es resté là. La plupart des gens qui sont dans les métropoles se retrouvent dans les villes comme Toronto, Montréal, Vancouver. Parfois, c'est juste qu'on a atterri là et puis on a décidé de rester là parce que c'est la première ville qu'on a connue et puis on voit que ça bouge et on décide de rester là. Mais d'autres personnes se retrouvent aussi dans des petites villes et des petits villages pour des raisons que peut-être initialement peu importe la raison qui t'a amené là, mais t'es resté là. Et donc, c'est très important de pouvoir se poser les bonnes questions avant de pouvoir s'installer. Tu peux atterrir quelque part, mais tu n'es pas obligé de rester là tout le temps, surtout si tu n'y trouves pas ton compte, si tu ne trouves pas un emploi et si les conditions ne sont pas remplies pour que tu aies une vie épanouie dans cette région. Donc, je vais le répéter. Tu peux arriver quelque part, mais tu n'es pas obligé de rester là. Parce que l'erreur que les gens commettent souvent, c'est qu'ils atterrissent quelque part et ils s'installent dans la région et ils restent là éternellement, même quand les conditions ne sont pas remplies pour que tu aies une vie épanouie. Ça veut dire quoi, les conditions remplies pour avoir une vie épanouie? Évidemment, tu as un emploi qui te permet de gagner de l'argent pour payer ta vie. Évidemment, tu es en train de grandir professionnellement. Tu vois que tu peux subvenir à tes besoins et les besoins de ta famille et tu vois aussi comment tu progresses personnellement et professionnellement. Si les conditions ne sont pas remplies dans une région, il n'y a aucune raison de devoir rester là. Et donc, c'est très important de se poser les bonnes questions pour pouvoir décider si on doit rester dans un endroit aussi longtemps que 2 ans, on n'a pas de travail, mais on est toujours là. Alors, c'est quoi ces questions? J'ai tourné ça beaucoup plus au niveau des types d'informations qu'il faut avoir pour pouvoir décider si c'est la bonne place où tu dois être par rapport à ta carrière. Alors, la première question, c'est justement, quand tu dois t'installer quelque part, tu te demandes quelles industries sont prédominantes dans la région. Parce qu'il peut y avoir des industries, mais peut-être, c'est peut-être pas des industries dans ton secteur, parce que tout le monde qui a une formation, tu as d'abord les compétences techniques. Les compétences techniques, c'est les compétences dans quoi tu as été formé. Et si tu as été formé, ça veut dire que tu as été préparé pour un certain genre de travail, pour une certaine industrie. Parce que chaque emploi, chaque compétence, chaque chose qu'on fait, ça rentre dans le cadre d'une industrie particulière. Et donc, c'est de savoir d'abord si ton industrie est présente dans cette région. Et l'information existe pour savoir dans telle région, qu'est-ce qu'il y a comme industrie. Service Canada est là pour donner ce genre d'informations. Statistique Canada est là pour donner ce genre d'informations. Il y a les universités, il y a toutes sortes de choses. Les municipalités vous donnent ce genre d'informations. Chaque municipalité publie la liste des entreprises qui sont dans le coin. Alors, c'est très important de savoir quelle industrie est prédominante dans ce coin. Parce que aussi, si une industrie est prédominante, la plupart des entreprises tentent à être autour de cette industrie-là. Et ça va permettre de savoir si tu es à la bonne place qu'il y a les industries dans ton secteur. La deuxième information qui est importante à avoir, c'est combien d'entreprises se trouvent dans cette région-là et leur taille. Même si c'est une petite ville, même si c'est un village, c'est très important de savoir combien il y a d'entreprises. Si tu sais le nombre d'entreprises, ça te donne une idée du nombre potentiel d'employeurs que tu as dans cette région-là. Donc, c'est très important de savoir combien d'entreprises se trouvent dans cette région et ça va te donner une idée sur les chances que tu as de pouvoir être embauché. Écoute, si tu arrives dans une ville qui a 600 habitants seulement et que là, il n'y a que 10 entreprises et ces entreprises-là sont, par exemple, des entreprises familiales, ça te donne déjà une idée de la difficulté pour quelqu'un comme toi qui est en dehors de la famille de pouvoir t'insérer dans cette entreprise-là. Et donc, c'est très important de pouvoir avoir ces informations, quelles sont les entreprises, combien d'entreprises il y a, quelle est leur taille
et quel est le type d'entreprise qui est dans la région. La troisième question, c'est quels sont les autres employeurs non privés? Parce que oui, l'information sur les entreprises privées existe, mais aussi parfois certaines villes, il y a les autres employeurs non privés. Parce que ici, les secteurs, vous avez 3 secteurs. Le secteur public, le secteur privé et le secteur à but non lucratif. Dans ces 3 secteurs-là, vous avez des employeurs et qui sont des employeurs valables. Ils sont vraiment équitables. Travailler dans le secteur à but non lucratif, c'est vraiment une carrière. Travailler dans le secteur public, c'est une carrière. Travailler dans le secteur privé, c'est aussi une carrière. Et les 3 se valent. Et donc, c'est très important de pouvoir aussi savoir qui est là. Parce que parfois, les gens se concentrent trop souvent dans le secteur privé, mais on oublie les autres employeurs qui sont là. Comme je répète, dans le secteur à but non lucratif, mais aussi dans le secteur public. Parce que parfois, il y a certaines régions qui peuvent paraître une petite municipalité, mais peut-être il y a une agence gouvernementale qui est installée là et où donc beaucoup de personnes peuvent travailler là. Je peux citer en Ontario, je cite plein d'exemples d'Ontario parce que je suis en Ontario. On prend une ville comme Peterborough. Au départ, ça ne vous dit rien, mais ça peut peut-être paraître une petite ville, mais parce qu'il y a une forte présence de gouvernement fédéral dans le coin, donc ça donne un bon employeur public qui est là. Donc, ça vous donne la municipalité, la province et puis le fédéral aussi qui sont installés. Donc, c'est très important d'essayer de rechercher les employeurs des autres secteurs non privés qui sont dans la région. L'autre question qui est importante, c'est quelle est la composition de la population? C'est une chose que les gens négligent souvent, mais la démographie est là pour une raison. C'est de pouvoir savoir qui compose. Est-ce que c'est plus les enfants? Est-ce que c'est les personnes âgées? Est-ce que c'est la classe moyenne? Ainsi de suite. Parce qu'il y a ce phénomène qu'il y a certaines villes qui sont des villes résidentielles, il y a certaines villes qui sont les villes industrielles. Et parfois, les villes industrielles, ça veut dire parfois que les gens habitent ailleurs, viennent travailler là, donc sont là lundi et vendredi, et puis le vendredi retournent chez eux, ainsi de suite. Et cette démographie-là a une indication importante de comment l'employabilité se passe dans cette zone-là, comment le marché se fait, le marché du travail est géré dans cette zone-là. Quel type d'emploi se retrouve dans cette zone-là? Et c'est très important de pouvoir avoir ces informations pour voir aussi si ça correspond à ce que tu peux faire. Parfois, ça peut être ce que tu peux faire immédiatement, mais ce que tu peux aussi faire autrement, c'est quelque chose qu'on va voir après. La dernière information qui est importante avant de t'installer quelque part, c'est quelles sont les grandes activités économiques, touristiques, sociales et récréatives qu'on y pratique. Ça, c'est vraiment très important parce que je parle du fait que la personne qui pose la question est dans le secteur du marketing. Donc, s'il y a un grand festival qui se passe dans la région, on a Woodstock qui est à London ici. On a par exemple Wasaga Beach qui, vous savez, en regardant Wasaga Beach, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ils ont un gros festival une fois par année qui amène des milliers de gens dans la ville et qui a donc un impact important au niveau de l'économie de la région, l'économie de la ville. Et donc, c'est très important de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une grosse compétition qui se passe là? Est-ce qu'il y a un gros festival qui se passe là? Est-ce que c'est très important d'aller chercher ces activités, les grandes activités économiques, touristiques, sociales et récréatives qu'on pratique dans la région. Ça va vous donner une bonne indication de potentiel de cette région dans les secteurs, les industries peut-être qui sont apparentés à ce que vous recherchez. Alors, une fois qu'on a cette information, pardon, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui écrit, qui dit je me suis installée dans une région, ça fait 2 ans que je cherche du travail. Comme je disais tout à l'heure, oui, le Canada est grand, le Canada est vaste, mais ça veut aussi dire que le Canada est diversifié. Comme, je pense qu'on n'a pas besoin de faire plus d'1 mois au Canada pour comprendre que le Canada est diversifié et que les provinces sont peut-être là, mais ne se valent pas.
C'est pas les mêmes choses qui se passent. Les provinces ont leur culture qui leur sont particulières, leurs habitudes qui leur sont particulières, leurs activités qui leur sont particulières. Ça veut donc aussi dire que les pôles d'activité dans chaque région, entendant par la province ou territoire, sont aussi spécifiques. Et avant d'aller s'installer quelque part, c'est très important de pouvoir comprendre ce mécanisme qui est unique au Canada, parce que plusieurs pays, très peu de pays, offrent ce genre de diversité, mais c'est vraiment unique au Canada. Avant donc de pouvoir passer 2 ans, 3 ans dans une région et continuer à chercher du travail sans jamais trouver du travail, et que ça peut peut-être être possible que même 5 ans plus tard, tu ne vas jamais trouver du travail là, parce que tu n'es peut-être juste pas à la bonne place. C'est très important de se poser la question de savoir, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que par rapport à mes aspirations professionnelles, par rapport à ce que je recherche comme carrière, par rapport à ce que je recherche même comme emploi, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce qu'il y a des chances ici pour moi d'être employable dans les 6 mois à venir? Parce que normalement, quelqu'un ne devrait pas chercher du travail plus de 6 mois. Il faudrait que quelque chose se passe. Si après 6 mois, tu n'as toujours pas trouvé du travail et que toi, au niveau de tes qualifications, tout est correct, mais que tu ne trouves toujours pas quelque chose qui est offert dans ton domaine, dans ton secteur, ça veut dire peut-être que tu n'es pas à la bonne place. Et donc, c'est très important de pouvoir comprendre quel est vraiment le mécanisme au niveau du Canada, qu'est-ce qui se passe région par région. Alors, je vais un petit peu passer à travers rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez plus de détails, envoyez-moi les questions et puis comme ça, je pourrai répondre à vos questions plus tard ou bien on pourra revenir là-dessus et on pourra voir. Je vois une question de Gerta qui dit « Je suis infirmière, je suis haïtienne et je vis en Haïti. Comment pouvez-vous m'aider à trouver un emploi au Canada? » C'est peut-être pas moi qui vais pouvoir vous aider personnellement parce que je n'interviens pas dans ce domaine, mais il y a il faut contacter les associations haïtiennes. Beaucoup d'associations haïtiennes au Canada sont très au courant des personnes à Haïti qui cherchent du travail, qui veulent venir au Canada et vont pouvoir vous aiguiller, vous diriger vers les bonnes places où vous pouvez avoir l'information. Mais il faut toujours commencer par le site du gouvernement fédéral cic.gc.ca, cic.gc.ca, et aussi de pouvoir voir Guichet Emploi Canada. Vous pouvez aller là pour pouvoir commencer votre recherche et puis trouver de l'information. Merci pour la question, Gerta. Alors, pour voir donc c'est quoi les forces de chaque région et c'est quoi les forces de chaque province et territoire, j'ai préparé un petit peu cette fiche-là pour vous donner une petite indication de qu'est-ce qui se passe dans chaque région. Donc, commençons par les régions de l'Atlantique, les provinces de l'Atlantique. Terre-Neuve et Labrador. Là-bas, leur force, c'est un peu les ressources naturelles et l'énergie. Donc, l'énergie pour eux, ça veut dire pétrole et gaz. La pêche, ça c'est aussi les industries fortes. L'aquaculture, les mines. Et les mines, là-bas, c'est le fer et les minéraux. La santé et les services sociaux et le tourisme. Donc, si vous êtes à Terre-Neuve et Labrador et que l'industrie que vous recherchez, c'est ces industries-là, sachez que c'est ça qui est plus fort dans cette région de Terre-Neuve et Labrador. Et alors, si juste à côté d'eux, il y a la Nouvelle-Écosse. Donc, au niveau de la Nouvelle-Écosse, les industries fortes sont le tourisme et l'hôtellerie, santé et soins de longue durée, technologie de l'information, cybersécurité, pêche et aquaculture et la construction. Donc, sachez que si vous voulez vous installer en Nouvelle-Écosse et que c'est dans un de ces secteurs-là que vous évoluez, oui, vous avez probablement plus de chances de pouvoir voir un emploi
qui est dans votre domaine et c'est très important de savoir quelles sont les forces au niveau de la Nouvelle-Écosse. Juste à côté, il y a l'île du Prince-Édouard. Et les industries fortes à l'île du Prince-Édouard sont l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est chez eux que nous viennent les plus grandes, beaucoup plus de pommes de terre au niveau du Canada. Ben, évidemment, le tourisme et l'hôtellerie, la santé, les technologies de l'information, les biosciences et puis la pêche sont vraiment très connus au niveau de la pêche. À côté, il y a le Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, il y a la foresterie et le bois, dans tout ce qui concerne la transformation et l'exportation. Il y a les technologies de l'information autour de Moncton, je crois, ou Fredericton. Et santé, énergie renouvelable et puis le tourisme. Ça, c'est les industries les plus fortes. Quand je dis les industries les plus fortes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les autres choses, là, mais ça, c'est vraiment les industries les plus fortes qu'il y a dans ces régions-là. OK. Juste à côté, on commence à évoluer. Maintenant, on vient vers le centre. Il y a le Québec. Bien sûr, après l'Ontario, le Québec, c'est la deuxième plus grande province au Canada. Donc, vous pouvez voir que peut-être c'est pour cela qu'on trouve plus de choses. Leur spécialité, c'est bien connu au niveau de l'aérospatiale, la manufacture, la technologie, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la santé, le tourisme, l'énergie, l'éducation, l'hydroélectricité et la logistique. Ça, c'est les industries les plus fortes au Québec et que donc, si vous évoluez dans ces secteurs-là, vous avez plus de chances de voir des offres d'emploi qui circulent que si vous étiez dans autre chose. Alors, on arrive au niveau de l'Ontario. Les industries les plus fortes ici sont la technologie, les finances, bien sûr, la santé, la manufacture, l'éducation, l'automobile, construction. OK, j'ai fait une erreur, là, j'ai mis éducation 2 fois. Les services publics, oui, les services publics, parce que on a ici les 3 paliers de gouvernement sont physiquement même installés en Ontario. Le gouvernement fédéral est physiquement installé en Ontario, le gouvernement provincial aussi, et puis toutes les municipalités, les régions, ainsi de suite. Donc, les services publics, c'est une industrie forte au niveau de l'Ontario. Évidemment, les communications, les plus grandes chaînes de télévision et tout sont en Ontario. Les ventes, le transport et la logistique. Et donc, c'est très important de pouvoir comprendre. Je pense que quand on voit ça, on voit pourquoi beaucoup de personnes s'installent parfois en Ontario, beaucoup plus qu'ailleurs, et que c'est quand même la plus grande province en termes de population, mais aussi en termes de masse économique au niveau du Canada. Alors, on commence à avancer vers l'ouest. À côté, il y a le Manitoba. Au Manitoba, les industries les plus fortes sont l'agriculture et l'agroalimentaire, la manufacture, la santé, la technologie, le transport et la logistique. Là-bas, il y a une grande spécialité au niveau du bétail et puis le blé, quand on parle de l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc, il faut s'attendre à beaucoup et la culture et la transformation et l'exportation. Ensuite, juste à côté, il y a la Saskatchewan. Et là-bas, il y a les mines. Quand on parle de mines en Saskatchewan, on parle de potasse, on parle de uranium. Agriculture, c'est aussi l'élevage et puis les grains. En énergie, c'est le pétrole et le gaz. Il y a aussi la santé, il y a la construction, il y a l'éducation. Alors, tout de suite à côté, il y a l'Alberta. Les grandes industries en Alberta, c'est l'énergie. On parle du pétrole, du gaz, les sables bitumineux. On parle de la construction, on parle de la technologie, on parle de la santé, on parle de l'agriculture. En Colombie-Britannique, les grandes industries là-bas sont la technologie, l'industrie du film, la foresterie, les mines, le tourisme, l'hôtellerie, la santé, la construction.
Ensuite, on commence à aller vers les territoires. Il y a le Yukon. Au Yukon, il y a les mines. Là-bas, il y a l'or et les minéraux. Il y a l'industrie du tourisme, de l'énergie, la santé, la construction, les services publics aussi. Ensuite, il y a les territoires du nord-ouest. Là-bas, il y a les grandes industries, sont les mines. Là-bas, il s'agit du diamant et les minéraux. L'énergie, il s'agit du pétrole et du gaz. Il y a l'industrie de la santé, les services sociaux, le tourisme, la construction. Et maintenant, on passe au Nunavut. Il y a les mines, la pêche, la chasse, la santé, la construction et les services publics. C'est en fait ça, les industries qui sont fortes dans chacune de ces régions territoires. Donc, c'est très important pour une personne, avant d'aller t'installer dans une région, de pouvoir avoir cette information et de pouvoir savoir d'abord si la région où tu es en train de t'installer, c'est une région qui a une industrie dans ton secteur, dans ton domaine, dans ta profession. Ça ne veut pas dire que pour les raisons X et Y, tu ne peux pas aller t'installer, mais au moins tu sais à l'avance que tu vas devoir batailler fortement pour pouvoir trouver du travail parce que si le secteur dans lequel toi tu es, il n'y a absolument rien, ce n'est pas les industries qui sont développées là. Oui, tu peux toujours t'installer là, mais au moins tu sais comment maintenant tu vas devoir faire des efforts, comment tu vas devoir t'adapter, comment tu vas travailler vraiment ton processus pour que tu puisses te donner le maximum de chances possibles pour que tu décroches un emploi dans cette région. Alors, comment on peut faire pour faire le bon choix? C'est vraiment la question, la partie 3 que j'avais dit. Comment on fait pour faire le bon choix pour s'assurer qu'on s'installe dans la bonne région? Mais je dis toujours que parfois, on peut ne pas savoir tout ce qui existe avant de s'installer là, mais au moins, c'est de pouvoir se connaître soi-même. C'est très important de se connaître et de savoir ce qu'on recherche et ce qu'on a à offrir. Je vais continuer à le répéter tout au long des sessions parce que la plupart des questions qui sont au niveau de la recherche d'emploi reviennent toujours à cette réalité. Parce que c'est toi le candidat qui te met sur le marché du travail. Donc, c'est toi le candidat qui doit savoir qui tu es, qu'est-ce que tu recherches et qu'est-ce que tu as à offrir. Alors, c'est très important de toujours partir de là pour que tu établisses d'abord qui tu es, donc de faire ton inventaire. L'inventaire de soi, c'est toujours le meilleur point de départ pour pouvoir te mettre sur le marché du travail, pour savoir comment tu vas te valoriser sur le marché du travail, pour savoir comment tu vas procéder pour la recherche sur le marché du travail, pour savoir comment tu vas même pouvoir te positionner à la bonne place pour que tu puisses décrocher l'emploi que tu mérites, pour vivre la carrière que tu mérites et que tu aies la vie que tu mérites. Alors, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'il faut pour faire l'inventaire de soi? Parce que ça, ce n'est pas un inventaire pour pouvoir faire un CV, c'est un inventaire pour que tu t'installes ou tu es en train de faire des plans d'installation dans une région pour voir comment tu vas te positionner, pour voir comment tu vas naviguer tout ce qui existe dans cette région pour que tu puisses te positionner et décrocher un emploi et développer une carrière et pouvoir vivre ta vie dans cette région si c'est celle que tu as choisie pour cheminer et pour pouvoir vivre là. Alors, les premières choses que tu dois savoir, c'est probablement c'est quoi tes compétences. Parce que je disais là tout à l'heure que les industries, il y a des industries qui existent. Quand tu t'installes dans une région, il faut savoir quelle industrie existe là. Certaines personnes travaillent, mais sans savoir dans quelle industrie ces compétences ou cette formation s'applique. Ici au Canada, on est en Amérique du Nord avec la question de spécialité que j'ai mentionnée à une autre session qu'on avait eue avant. Allez sur le compte YouTube pour que vous puissiez voir ces sessions-là où je parlais des différents secteurs au niveau de la recherche du travail, de pouvoir comprendre
vraiment où tu peux aller appliquer tes habiletés, tes compétences. Et donc, c'est très important de savoir d'abord tes compétences, là, veulent dire quoi? Ça s'applique à quelle industrie? Si on ne te l'avait pas dit avant, c'est très important de pouvoir le savoir maintenant que tu es en train d'écouter cette présentation et que tu puisses maintenant savoir que, hey, si tu as été en marketing, formé en marketing, mais tu t'as été spécialisé dans quel type de marketing? Parce que beaucoup de gens, ici, là, les gens se forment en disant, ben, moi, mon marketing, c'est beaucoup plus pour peut-être l'industrie du film. Donc, savoir comment vendre les acteurs, comment positionner un film, comment faire avancer. D'autres, le marketing, c'est peut-être pour l'industrie des finances. L'autre, moi, c'est peut-être pour les manufactures. L'autre, c'est pour les mines. Moi, c'est peut-être pour les agriculteurs. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que quand tu arrives en Amérique du Nord, au niveau du marché du travail, la terminologie est importante. Comprendre comment l'échiquier qui est à l'intérieur de cette industrie, les acteurs qui sont là, les joueurs qui sont là, comment ça se joue dans cette industrie-là. C'est très important de le savoir et normalement, dans ta formation, on te prépare en fonction de l'industrie que tu as choisie parce que chaque industrie apporte sa spécialité. Alors, c'est très important de ça, comprendre tes compétences et de voir ces compétences techniques s'appliquent à quoi. Dans l'automobile, par exemple, les gens sont formés pour se spécialiser dans les voitures, d'autres sont spécialisés dans les camions, d'autres sont spécialisés à toutes sortes de choses. La même chose aussi au niveau même du transport. Il y en a qui sont spécialisés dans les avions, d'autres dans les voitures, d'autres dans les trains, d'autres dans les bateaux. Tout ça, c'est le transport, mais il y a des subdivisions à l'intérieur de chaque industrie. Alors, c'est très important de savoir si toi, tes compétences, tu as été formé pour te concentrer sur les avions, ben, ce n'est pas la même chose que les voitures et qui n'est pas la même chose que les trains. Et donc, c'est bien de prendre le temps de comprendre c'est quoi ces compétences et dont ces compétences s'appliquent à quelle industrie. La même chose avec ces qualifications. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? On voit au niveau de la technologie, il y a des programmeurs qui arrivent, mais qui ne sont absolument pas du tout capables de faire un design, même de faire un simple flyer, parce que tout ce qu'ils savent, c'est créer des codes. Mais ils ne peuvent pas du tout dessiner un site Internet. Donc, mais tous, ils vont dire, on est dans la technologie. Oh, tes qualifications et tes compétences de la technologie s'appliquent à quelque chose de particulier et qui n'est pas partout. Donc, ce n'est pas parce qu'on te dit qu'on offre la technologie là que forcément, c'est les gens de tes qualifications qu'on recherche. Et c'est très important de pouvoir aller confirmer ces choses et de savoir, toi, tes qualifications, tes compétences s'appliquent dans quelle industrie, dans quel secteur, dans quel type de profession pour que tu vois si tu es à la bonne place. Tes expériences passées sont dans quoi? Tes intérêts, tes passions sont dans quoi? C'est quoi ta situation personnelle, tes ressources, tes réalités? Parce que si tu vas te mettre dans une zone, une région, par exemple, où tu dois aller travailler, il n'y a pas de transport en commun. Comment tu vas aller au travail? Est-ce que tu es capable de conduire? Peux-tu avoir une voiture? Ainsi de suite. Alors, est-ce que aussi à l'intérieur de tes compétences, il y a les compétences transférables? C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui sont formés sur une seule chose et puis te disent qu'ils ne sont pas capables de faire autre chose ou dans quoi ils ont été formés, ils ne sont pas en mesure de pouvoir transférer ça à un autre secteur ou à une autre industrie ou à une autre chose. Et donc, c'est très important dans ton inventaire de pouvoir voir qu'est-ce qui est transférable, quelles sont les compétences qui sont fixes, c'est ce que tu as, ça ne s'applique à une chose, mais il y a d'autres compétences où tu peux peut-être les avoir, mais en fait, tu peux les adapter à autre chose et continuer à évoluer. Et ça te permet de pouvoir faire ce transfert-là, ce changement qui te permet d'évoluer. Et ça aide souvent beaucoup de gens. Donc, tu peux arriver, par exemple, quelqu'un qui est en marketing, qui était, au début, peut-être tu t'es spécialisé à faire la promotion, peut-être des constructeurs, ainsi de suite. Mais est-ce que tu arrives quelque part où l'hôtellerie est forte? Est-ce que tu peux transférer ça
à offrir tes services à des hôtels, ainsi de suite. Quelle est la partie qui peut être transférée, qui peut être adaptée à une autre industrie? C'est quelque chose qui est important à voir. C'est aussi de voir tes exigences. Parce que il y a des gens qui ne sont pas prêts à travailler pour moins de $20, moins de $30, moins de $40 l'heure, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est des questions qu'il faut pouvoir se poser et avoir des réponses. Et donc, pouvoir avoir cet inventaire de soi-même qui te permet de définir qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu es prêt à amener sur le marché du travail et comment tu vas donc pouvoir te positionner par rapport à tout ça. Alors, j'ai préparé un petit bonus par rapport à la personne. La dernière question qui était un peu, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce qu'après 2 ans, j'ai cogné à toutes les portes. Je pense que j'ai cogné à toutes les portes possibles. Il ne me reste plus rien. Je désespère. En plus, au milieu de ça, les nouvelles du marché du travail viennent de tomber et puis ça est en train de présenter une image noire là, du futur du marché du travail au Canada. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors, on n'est pas désespéré comme je dis. Il y a plusieurs options à considérer pour une personne qui est dans cette situation-là. On dit souvent un chômeur de longue durée, quelqu'un qui est à la recherche du travail depuis plus de 6 mois et qui ne trouve toujours rien. Parfois, au lieu de continuer à chercher les mêmes choses, parce que depuis le temps, on t'a dit que oui, la recherche de travail, c'est quelque chose aussi à temps plein. Il faut continuer à cogner aux portes. Il faut continuer. On ne sait jamais. Un jour, quelque chose va se décrocher. Oui, c'est bien. C'est une option. Mais il y a aussi d'autres options à considérer. Et j'encourage vraiment les gens à considérer les autres options que je propose ici. La première, c'est justement ce que je disais là. Est-ce que tu peux transférer tes compétences à une profession connexe? Parce que ici, dans chaque profession, il y a plusieurs subdivisions de professions. Donc, il faut toujours déterminer par rapport à ce qu'on fait, c'est quoi la liste des professions connexes. Donc, des professions qui sont proches, à peut-être les 3/4 de ce que tu sais sont là. Le dernier quart, là, c'est peut-être un petit certificat que tu peux aller chercher pour pouvoir faire ça. Ou bien, tu vas devoir t'adapter dans le tas, comme on dit. Tu te fais embaucher d'abord et petit à petit, peut-être on te donne la formation de l'interne ou tu continues à apprendre sur le tas, plus tu pratiques. Donc, c'est très important de voir parmi tes compétences. Oui, peut-être ta compétence numéro 1, c'était de travailler comme, spécialiste de marketing. Mais est-ce que dans le marketing, si ton marketing, là, c'était, par exemple, d'écrire qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Les communiqués, préparer les relations publiques, et puis c'est ça que tu faisais tout le temps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux transférer, par exemple, ces compétences-là à développer du contenu? Puisque, écoute, tu peux écrire des articles, tu peux écrire des communiqués de presse, tu peux écrire. Est-ce que tu peux maintenant juste être spécialisé à écrire du contenu pour d'autres types d'employeurs et de pouvoir offrir, aller chercher du travail plutôt dans ce sens-là? Ou est-ce que tu peux peut-être être juste quelqu'un dans les communications qui est là à devoir peut-être communiquer quelque chose, faciliter des choses, peut-être que tu peux offrir, tu peux être formateur ou formatrice, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quelles sont les professions connexes où tu peux transférer tes compétences? La deuxième chose, c'est est-ce que tu peux transférer tes compétences dans une autre industrie, une industrie connexe? C'est aussi quelque chose à devoir voir. Peut-être que tu as été formé dans l'industrie minière, mais est-ce que l'industrie minière, tu peux bouger à l'automobile? Est-ce que tu peux bouger à la manufacture? C'est aussi quelque chose à considérer. La troisième chose, est-ce que tu peux travailler à distance? Parce que si tu es à, je sais pas moi, à Chicoutimi, à Hainaut, à Thunder Bay ou je ne sais pas, et que tu es là, tu cherches du travail depuis 6 mois et pire encore 2 ans et on t'a toujours pas embauché.
Peut-être que tu étais dans le rêve de pouvoir avoir un bureau où tu te lèves, tu vas travailler dans un bureau. Mais aujourd'hui, le monde est en train de changer, de bouger. Tu peux être assis à Thunder Bay ou n'importe où, là, mais travailler pour une compagnie qui est en Colombie-Britannique et travailler à distance. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux considérer? Même si dans ton travail, tu dois être supervisé, mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont mis vraiment des mécanismes en place qui permettent que on peut te superviser et puis tu peux vraiment travailler à distance et travailler efficacement avec même un superviseur qui est aussi loin. La quatrième chose, c'est que est-ce que tu pourras accepter un sous-emploi, un emploi de démarrage où tu rentres dans une entreprise et puis de l'intérieur, tu continues d'évoluer jusqu'à ce que tu rattrapes ton niveau initial de l'emploi que tu recherches. Parce que comme je dis, si tu arrives dans des entreprises qui sont plus familiales qu'autre chose et que tu rentres d'abord à un sous-poste et que tu es là avec pendant longtemps, il y a des fortes chances qu'au fil des temps, tu vas évoluer à l'intérieur. Après 5 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans la même entreprise, tu deviens pratiquement aussi comme la famille. Et puis, et là, tu commences aussi à progresser à l'intérieur de l'entreprise comme toute autre entreprise. Et la dernière option, c'est est-ce que tu peux te mettre à ton propre compte et offrir des services payants? Parce que c'est souvent quelque chose que les gens ignorent, mais de plus en plus aujourd'hui, c'est même parfois la meilleure option. Tu te mets à ton propre compte, au lieu d'être employé, tu commences plutôt à offrir tes services à ces employeurs-là, à ces entreprises-là, et puis qui payent tes services. Et comme ça, en fait, ça te permet de vivre là où tu es et de pouvoir aller chercher d'autres clients, des gens qui autrement n'auraient pas pu t'embaucher, mais peuvent te donner des contrats pour travailler à la pige ou travailler ou avoir des contrats tout le temps avec eux. Ça peut être une des façons parce que si tu es quelque part dans une petite ville et que les entreprises sont des petites entreprises de 1 ou 2 personnes, n'ont peut-être pas de place pour embaucher quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin du service que tu aurais pu offrir en tant qu'employé. Donc, parfois, c'est plus facile pour eux d'avoir un contrat avec toi, ils te payent un 5 000 $, 10 000 $ ici, là, et puis tu offres ce service-là au lieu de t'avoir comme employé où ils vont devoir te payer 50 000, 60 000 $ par année. Mais alors, tu peux refaire ces 50 et 60 000 $ si c'est que tu as 3, 4 ou 5 comme ça, qui ont le 10 000 ici, 10 000 là, ça te refait le même 50 000 que tu aurais eu comme salaire. Alors, c'est vraiment des options à considérer et de voir comment tu peux cheminer parce que le but, et chaque fois, c'est pas vraiment qu'on stagne et qu'on se plaigne et qu'on continue à dire, ben, et je n'ai rien trouvé. Le but pour moi ici, c'est de pouvoir répondre à vos questions, vous aider à réfléchir ou réfléchir avec vous en même temps, vous donner quelques options pour que vous voyez comment vous pouvez débloquer la situation et continuer à avancer. Je vois un commentaire de Marie Boinga qui dit à Goethe de faire évaluer ton diplôme avant d'être capable de travailler comme infirmière au Canada. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui existent dans ce sens-là et d'autres organisations qui se spécialisent là-dessus et qui peuvent vraiment aider Goethe. Alors, continuez à m'envoyer vos questions à info, vous pouvez envoyer par courriel info@bilinguallink.com ou dans notre Facebook. À la page Facebook, vous pouvez aller faire le commentaire et puis mettre vos questions et je les considère, je les prends et ça me permet de venir ici chaque fois pour pouvoir donner des astuces et puis donner des réponses à ces questions qui sont posées. Alors, comme je ne vois pas d'autres questions, et merci d'avoir été là aujourd'hui et je vous souhaite vraiment un énorme succès dans votre recherche. Et puis, rejoignez-nous le premier mardi du mois d'octobre. On va être là pour répondre à d'autres questions que j'aurai reçues et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. À bientôt. Bye.